Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal, Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'infos en continu. Voici le sommaire. La rentrée scolaire au Mali, la date est prévue pour le 3 octobre prochain. Déjà, sur l'étendue du territoire, l'administration dans certains établissements publics est sur place. Elle accueille les parents d'élèves pour notamment de nouvelles inscriptions. On fera le point des préparatifs dès le début de ce journal avec Aliou Abdoulaye Touré. Dans cette édition, nous irons également à Koulikoro pour parler du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes. Eh bien, ce programme vient d'être lancé dans la cité du Mégatin. Il coûtera 2 milliards 164 millions de francs CFA. L'invité de ce 13h dimanche est Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture. Avec lui, nous ferons le point de la campagne agricole qui bat son plein au Mali. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition et le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de la page des sports ce dimanche? Football, c'est quasiment acté. Le Djoliba au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les détails, c'est dans la page sport. Les Aigles du Mali affrontent la Zambie en double confrontation. C'est dans le cadre de la fenêtre FIFA. La liste d'Éric Chekouchel est attendue ce lundi. On parlera également du basketball et de la boxe. Rendez-vous à ne pas manquer avec Famourou Djourté dans une vingtaine de minutes. Et puis, rendez-vous également en fin de journal avec Barakissa Ouattara dans Focus Santé ce dimanche. Elle s'intéresse au don du sang. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. La rentrée des classes est prévue le 3 octobre prochain sur l'étendue du territoire national. L'administration est déjà sur place dans les établissements publics. Elle accueille les parents d'élèves pour notamment les nouvelles inscriptions. Elle travaille aussi à assainir les cours et à nettoyer les salles de classe. Aliou Abdoulaye Touré a fait le tour des deux rives ici à Bamako, notamment au groupe scolaire de Sogoniko et à l'école Mamadou Konaté. Le point des préparatifs. Après les festivités de la célébration du DEF et du baccalauréat, place à présent à la prochaine rentrée des classes prévue le 3 octobre. Déjà, l'administration scolaire est à la tâche. Mamadou Sidibé, coordinateur du groupe scolaire de Sogoniko 1. Effectivement, les directeurs sont sur place et il y a quelques urgences. On est en train d'échanger par rapport à des mesures à prendre par rapport à la bonne rentrée. Du côté de l'encadrement, certains enseignants sont également sur place. Ils en profitent pour procéder au remplissage des fiches individuelles dans le cadre du recensement général des fonctionnaires. Moussa Kassé, enseignant au groupe scolaire de Sogoniko 1. Les classes s'étaient déjà préparées, donc nous on a même pris le devant. Donc on avait déjà préparé certaines choses. Bon, on va faire le constat et voir ce qui manque pour compléter. Bemba Kamisogo, directeur au groupe scolaire de Mamadou Konaté. Pour la rentrée 2022-2023, nous avons reçu d'abord une convocation du CAP pour la réunion préparatoire. Tous les directeurs étaient présents. Pour nous, directeurs, nous avons estimé que d'abord, il faut que les locaux soient bien propres, que les listes des enfants soient bien affichées pour que le jour, ou peut-être même avant la rentrée effective, que chaque enfant sache dans quelle classe il va. À l'instar des autres centres d'animation pédagogique, le CAP de Sogoniko prépare activement la rentrée des classes. C'est là conformément au calendrier établi par le département en charge de l'éducation nationale. Ousmane Doumbia, directeur du CAP de Sogoniko. Ce calendrier prévoit que la rentrée administrative se fait le 16 et la rentrée des classes le 3 octobre. Donc ces dates sont déjà calées. Nous, administrativement, on a toujours été présents. Le DECAP est là, l'adjoint est là, les conseils pédagogiques. Dans les différentes écoles aussi, l'administration est présente, le directeur est présent. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Dahirou Diara, parents d'élèves. Je suis venu au CAP de Sogoningo pour retirer l'attestation de DF de ma fille qui a été admise et en même temps profiter de l'occasion de pierre un coup pour aussi demander le relevé de notes au niveau du directeur du CAP de Sogoningo.
Et j'ai eu tous ces documents-là, Dieu merci. Toutefois, il faut signaler qu'en veille de rentrée des classes, tout ne semble pas être rose. Par exemple, certaines toilettes du groupe scolaire de Sogoniko se sont effondrées. Ça et là, on peut voir des tas d'ordures. À Koulikoro, 2 milliards 164 millions de francs CFA, c'est le coût du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes, dont le lancement régional a eu lieu au gouvernorat de Koulikoro. Pour une durée de 5 ans, il interviendra dans les cercles de Kati et Kolokani sur 3 chaînes de valeur, à savoir le lait, le soja et le riz, dans les régions de Koutiala, Ségou et Koulikoro. Le dit programme vise à renforcer les revenus et le pouvoir d'agir et d'influence des femmes bénéficiaires. On fait le point depuis Koulikoro avec Jules Sambou Sissoko. Le programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes qui vient d'être lancé dans la région de Koulikoro par Oxfam Mali sur cofinancement de la Belgique et Oxfam ambitionne d'accompagner et de soutenir les chaînes de valeur, lait, soja et riz. Il couvre la période 2022-2026. Lalecha Abdoulaye Maïga, représentante pays Oxfam Mali. Il s'agit alors d'une initiative qui couvre la période 2022-2026. Il est financé à hauteur de 3 300 000 euros, soit 2 milliards 164 658 francs CFA. La Direction générale de la Belgique donne un financement à 80% et les 20% sont complétés par Oxfam au Mali. Il est mis en œuvre par Oxfam en collaboration avec Oxfam Belgique et 4 organisations maliennes partenaires, dont 2 organisations féminines. Ce nouveau programme régional concerne 200 femmes et des déplacés internes à travers 8 communes des cercles de Kati et Kolokani. Issoufia Maïga, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro. En ce qui concerne la région de Koulikoro, le programme est mis en œuvre par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement et vise à renforcer les revenus, le pouvoir d'achat et d'influence de 200 femmes inscrites dans 3 chaînes de valeur, à savoir le lait local, le soja et le riz, et 800 personnes déplacés internes. Oxfam Mali et son partenaire CAD Mali s'engagent à veiller à la mise en œuvre efficiente de ce programme quinquennal en parfaite collaboration avec toutes les composantes régionales concernées. Koulikoro, Jules Sambou Sissoko et Adama Senkaré pour l'ORTM. On en vient à l'invité de ce 13h dimanche en direct avec nous, M. Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture. Avec lui, nous faisons le point de la campagne agricole qui bat son plein au Mali. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Alors d'abord, dites-nous, quel est l'objectif que vous vous êtes fixé pour cette campagne 2022 ? Concernant l'objectif de production de la campagne agricole 2022, donc globalement pour les céréales, il est prévu un objectif de production de 10 500 000 tonnes de céréales, toutes céréales confondues. Et pour le coton, il est prévu un objectif de production de 780 000 tonnes de coton grain. Je rappelle que ces objectifs de production ont été validés lors du Conseil supérieur de l'agriculture du 12 avril 2022 sous la haute présidence du chef de l'État. Très bien. Alors, côté céréales, quel est l'état des cultures actuellement à travers le pays ? L'état des cultures, globalement, est satisfaisant pour les céréales et aussi bien que pour les autres cultures. La Direction nationale de l'agriculture, sous l'égide du ministère du Développement rural, nous venons d'organiser une mission de supervision nationale de la campagne agricole dans les principaux bassins de production. Donc, au cours de cette mission, nous avons eu à visiter les champs et discuter directement avec les producteurs et l'ensemble des acteurs, les services techniques qui sont impliqués dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole. Et selon les témoignages même des producteurs avec qui nous avons échangé, ils disent que cette année, l'état des cultures est meilleur par rapport à celui de la campagne dernière à la même période. D'accord. Et qu'en est-il concrètement ou particulièrement du coton ? Bon, le coton, sur un objectif de production, actuellement, le niveau de réalisation a atteint les 98%, avec 714 873 hectares réalisés.
Mais cependant, quand même, le coton quand même est menacé cette année, pas de façon très dangereuse. Hein. On a constaté l'apparition des insectes pour la première fois, en tout cas sur le coton. Actuellement, il y a une mission de l'Office de protection des végétaux avec la CNDT au niveau des zones cotonnières pour évaluer vraiment les dégâts sur les cultures. Donc, au cours de la mission de supervision de la campagne agricole, les parcelles de coton qui ont été visitées par les missionnaires, effectivement, on a constaté vraiment la présence de ces ravageurs. Et toutes les dispositions sont en cours pour essayer de maîtriser ces ravageurs avec des traitements qui sont conseillés par la CNDT et l'OPV. Sinon, globalement, le niveau de réalisation en coton quand même est satisfaisant. 98% des réalisations par rapport aux objectifs prévus en termes de superficie. Très bien. À ce stade de la campagne, monsieur le directeur, de façon générale, que conseillez-vous à l'ensemble des paysans à travers le pays? Donc, actuellement, l'état de la campagne, comme j'ai eu à le dire, est satisfaisant avec la bonne pluviométrie que nous avons enregistrée. Et actuellement, les pluies sont abondantes, les pluies sont bien réparties dans le temps et dans l'espace. Donc, à ce moment précis, au niveau de certains bassins de production, notamment la riziculture, c'est la période vraiment d'entretien des cultures et d'apport de l'urée qui constitue un engrais de couverture pour pouvoir permettre aux cultures quand même de boucler normalement leur cycle végétatif. Et ce même conseil aussi est à l'endroit des producteurs qui ont fait des semis tardifs, normalement les semis qui se sont déroulés pratiquement en mi-août. Donc ces cultures aussi ont besoin d'un entretien quand même, l'apport d'urée pour pouvoir assurer l'atteinte des objectifs de production. Sinon, globalement, pour les céréales, les objectifs quand même en termes de superficie, on a constaté que cette année, pour les riz, nous sommes à 89% d'atteinte des objectifs de production en superficie. Le maïs est à 93%. Le mil, on a atteint plus de 100%. Le mil, nous sommes à 109%. Le sorgho, on est à 101%. Et pratiquement, au niveau de ces céréales, quand même, la situation phytosanitaire est calme. Il n'y a pas de dégâts majeurs observés sur ces cultures. Donc, le conseil qu'on donne aux producteurs, c'est d'être vigilants. Il faut quand même qu'ils continuent à surveiller les champs. Et au moindre quand même problème, nous les invitons à informer les services techniques, que ce soit vraiment les problèmes des ravageurs et d'autres problèmes techniques qu'ils vont constater sur les champs, d'informer vraiment les services techniques compétents pour que nous puissions prendre les dispositions qui s'imposent. Très bien, monsieur le directeur. Il y a vraiment de surveiller les parcelles et vraiment de mettre un accent vraiment sur l'entretien des cultures en cette fin de campagne agricole. Très bien, monsieur le directeur, vous avez évoqué l'urée tout à l'heure. Le problème d'engrais est posé un peu partout. Que répondez-vous aux producteurs? Effectivement, cette année, il faut rappeler que l'un des objectifs quand même des plus hautes autorités, c'est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Mali. Et pour ce faire, donc l'État a décidé quand même de subventionner le prix des engrais. Nous avons constaté que les prix ont beaucoup augmenté sur les marchés mondiaux. Donc cette année, l'État a décidé de subventionner le prix des engrais. Et surtout, on a mis l'accent sur les engrais organiques industriels, où on a prévu à peu près 60% de l'enveloppe prévue pour la subvention pour les engrais organiques et industriels. Donc, globalement, ce que nous avons constaté par rapport à ces engrais organiques industriels, avec l'ensemble des actions de sensibilisation qui ont été réalisées par les agents d'encadrement, les producteurs quand même ont utilisé ces engrais organiques-là. Et ça a eu vraiment un impact positif sur la culture. Et l'effort du gouvernement est à saluer parce que le prix de l'engrais organique industriel a été fixé à 2500 francs du sac de 50 kg contre 3000 à 3750 les années antérieures. Maintenant, pour ce qui concerne les engrais minéraux, notamment l'urée de NPK, donc cette année aussi, l'État a décidé de fixer le prix de l'engrais subventionné à 12 500 francs du sac de 50 kg. Et pour ce qui concerne le secteur coton, pratiquement la subvention concerne l'ensemble des superficies cultivées. Mais pour ce qui concerne les céréales, nous avons quand même informé les producteurs à temps que l'enveloppe qui était prévue pour la subvention, notamment les 17 milliards, représente 15% des besoins des producteurs. Les 85% représentent l'effort des producteurs pour pouvoir accompagner l'État dans l'atteinte des objectifs de production. Donc pour ce qui concerne ces engrais minéraux, il y a eu beaucoup de difficultés
dans l'approvisionnement en début de campagne. Et ces difficultés sont essentiellement liées à des facteurs externes, notamment l'embargo que le Mali a traversé de janvier jusqu'en juillet. Et aussi, il y avait la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui ont entraîné beaucoup de difficultés pour pouvoir approvisionner le pays en engrais minéraux. Mais depuis la fin de l'embargo jusqu'à l'heure où je vous parle, donc le niveau d'approvisionnement en engrais minéraux s'est beaucoup amélioré et toutes les dispositions sont en cours présentement, surtout au niveau des bassins de production de riz, notamment l'Office du Niger, l'Office riz de Ségou, l'Office riz de Mopti, et aussi l'Office de la Haute-Vallée du Niger, l'Office du développement rural de Sélengué, l'Office du périmètre irrigué de Baginda, et au niveau des riz bavons aussi, pour que les producteurs puissent avoir la dernière fraction de l'urée pour apporter dans les champs et pour contribuer à l'atteinte des objectifs de production agricole. Très bien. Donc, globalement, vous rassurez que côté engrais, il n'y a pas de problème à ce stade de la campagne? À ce stade, il n'y a pas de problème majeur parce que toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour les engrais subventionnés. Très bien. Et j'ai dit aussi que pour les engrais qui ne sont pas subventionnés, et lors de la visite de terrain, nous avons échangé avec les paysans et la plupart des producteurs ont pu aussi s'approvisionner au niveau du marché, au prix du marché, pour pouvoir aussi garantir leur production agricole. Monsieur Oumar Tamboura, je rappelle que vous êtes directeur national de l'agriculture. Merci de répondre à nos questions. Et c'est à moi de vous remercier aussi. Actualité hors de nos frontières, un nouveau gouvernement de 38 membres, dont 8 femmes et 8 jeunes, a été formé au Sénégal hier samedi, donc, après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Nouhoum Sissoko, on en parle avec vous. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, si cet attelage a l'allure d'un gouvernement de continuité, il crée également aussi la surprise. Dans le nouveau gouvernement sénégalais, il y a ceux qui restent à des postes stratégiques. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Aïssata Talsal aux Affaires étrangères, Antoine Félix Diome à l'intérieur. C'est aussi le cas pour Marie-Khémesse Gomdjaï à la santé, après plusieurs scandales dans le secteur ces derniers mois. Grosse surprise en revanche à l'économie, c'est Oulimata Sarr, jusqu'ici directrice régionale de ONU Femmes qui remplace Amadou Hott. Quant au constitutionnaliste Ismaïla Dior Fall, il est nommé garde des Sceaux. On peut aussi noter le retour de Ali Ngouille Ndiaye, nommé à l'agriculture, et puis un changement au ministère des Sports à 2 mois de la Coupe du Monde de football au Qatar. Yankhoba Diattara remplace Matarba. Quelle est la mission assignée à cette nouvelle équipe gouvernementale du Sénégal? C'est un gouvernement de combat et de défi, avait dit le secrétaire général de la présidence. Toutes les régions du Sénégal sont représentées, a déclaré Luxar, conseiller du chef de l'État. Il n'y a pas de logique politicienne selon lui. Ibrahima Traoré, ce nouveau gouvernement prend forme alors que l'opposition a largement gagné du terrain lors des derniers scrutins et avant la prochaine échéance électorale, la présidentielle prévue en 2024. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko du Sénégal. Rendons-nous au Burkina Faso où une trentaine d'organisations de partis politiques appellent à l'éviction des militaires au pouvoir. Ils sont réunis au sein du Front patriotique qui réclame la refondation de l'armée pour faire face aux risques terroristes. Les responsables du Front étaient hier face à la presse pour lancer une mobilisation générale. Bourama Traoré, vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, peut-on parler de l'impatience des Burkinabés face au manque de résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme? Si les fruits de la sécurité tardent à mûrir, le Front patriotique veut tout simplement arracher l'arbre pour y implanter un autre. C'est le sens qu'on peut donner à la sortie médiatique de ce regroupement d'une trentaine d'organisations de la société civile et des partis politiques. Le Front patriotique appelle donc à l'éviction des dirigeants actuels du Burkina Faso et demande une refondation de l'armée pour trouver une réponse durable à l'insécurité dans le pays. Face à la presse, les responsables du Front patriotique sont la mobilisation générale des forces vives pour une transition politique légitime et souveraine
sereine selon leurs propres termes. À en croire le coordinateur du Front Germain Nama, le projet construit par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, ne mènera nulle part le Burkina Faso. La gestion politicienne de la crise terroriste, faite de mensonges d'État, de manipulation, d'affairisme et de corruption, se caractérise par une absence de stratégie politique, affirme-t-il. Avant de conclure par une invite aux autres organisations à se joindre au mouvement pour une libération réelle du Burkina Faso. La question que l'on se pose, Ibrahima Traoré, la période de grâce est-elle en train de finir pour l'homme fort du Faso? Wait and see. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces précisions. Au Tchad, la coalition des actions citoyennes Wakit Tama, qui ne participe pas au dialogue national inclusif entamé depuis le 20 août dernier, a annoncé hier samedi qu'après l'échec de la médiation des religieux et des aînés de la République, elle reprend sa liberté d'action. Également dans l'actualité africaine, l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Zouba Ndama, a été interpellé hier samedi avec des valises remplies de billets, soit plus d'1 milliard de francs CFA selon le quotidien gouvernemental L'Union, passé à l'opposition depuis 2016 après avoir claqué la porte du parti au pouvoir. Guy Zouba Ndama a été placé en garde à vue à Franceville, dans le sud-est du pays, après être arrêté à la frontière entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. L'affaire fait polémique sur les réseaux sociaux. En République démocratique du Congo, une ordonnance signée par le président de la République met à la retraite 4000 fonctionnaires. Cette mise à la retraite intervient après le départ d'une vingtaine de secrétaires généraux de l'administration publique. L'objectif, Lassina Keita, est de cette opération, selon les autorités, est de redynamiser l'administration et d'assainir les comptes. À travers cette ordonnance, l'État congolais se lance dans une politique de rajeunissement et de régularisation de son administration. Tenez, 4000 fonctionnaires ont été mis à la retraite par le président de la République. Selon Jean-Pierre Liot, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, ce mouvement va continuer en même temps que se fera l'intégration des jeunes fonctionnaires. Les chefs du gouvernement congolais annoncent également qu'en octobre 2022, 6000 agents supplémentaires vont quitter l'administration. Et d'ici à 5 ans, ils seront au total 300 000 fonctionnaires à faire valoir leur droit à la retraite. Les postes doivent être pourvus par des jeunes. Ainsi, la fonction publique prévoit le recrutement de 5000 jeunes au mois de novembre. L'écart existant entre les emplois pourvus et les fiches de salaire montre une différence importante qui, selon le vice-premier ministre Jean-Pierre Léaud, permettra de faire la lumière sur cette situation qui dure depuis plusieurs années. En plus de ces mesures, d'autres actions sont à l'ordre du jour au ministère en charge de la fonction publique pour une maîtrise progressive et la régularisation administrative des fonctionnaires de l'État. Les funérailles de la reine d'Angleterre Elisabeth II auront lieu demain lundi à Londres. Immense défi logistique, cet événement retransmis dans le monde entier est réglé au millimètre près, suivant donc un protocole très précis. L'événement rassemblera plus d'1 million de personnes dans les rues de la capitale britannique et plusieurs centaines de millions de monde derrière leurs téléviseurs partout dans le monde. Alors, Barakissa Ouattara, on sait exactement comment vont se dérouler les obstacles. Ibrahim Traoré, aucune surprise n'est à attendre concernant le déroulé des funérailles. L'enchaînement des événements ce lundi 19 septembre est en effet prévu depuis des années et suivra un protocole très précis. Autour des 10h30 heure locale, le cercueil de la reine sera acheminé de Westminster Hall vers l'abbaye de Westminster. Les membres de la famille royale se tiendront derrière le cercueil. La cérémonie commencera à 11h heure locale et doit durer environ 1 heure. Le cercueil paradera ensuite dans Londres avant d'être acheminé à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, là où se sont mariés Charles et Camilla, ainsi que Harry et Meghan. Là aussi où est enterré le père de la reine, le roi George VI. Le service religieux se tiendra à 16h heure locale, puis l'inhumation à 19h30 heure locale. Près de 2000 personnes assisteront aux funérailles dans l'abbaye de Westminster. Seront présents des chefs d'État et des représentants de gouvernements étrangers, des familles royales étrangères, des gouverneurs généraux et des premiers ministres des royaumes, précise un communiqué de la royauté britannique.
Il s'agit donc de l'un des plus grands rassemblements diplomatiques depuis des années. Mais tous les chefs d'État n'ont pas été invités. En raison de la guerre en Ukraine, les chefs d'État russes et biélorusses ne seront pas présents. Vladimir Poutine, qui ne devait pas s'y attendre, a qualifié de blasphématoire et immoral le fait de ne pas avoir reçu d'invitation. Il n'y aura non plus aucun représentant de la Birmanie, de la Syrie, de l'Afghanistan ou de la Corée du Nord. Plusieurs milliers de policiers ont été réquisitionnés pour assurer la sécurité de cet événement en pleine menace terroriste. Par ailleurs, 1500 membres de l'armée se tiennent disponibles pour intervenir. Des snipers seront positionnés sur de nombreux toits du centre-ville. Les funérailles de la reine seront également un événement médiatique sans précédent puisqu'elles seront diffusées en mondovision sur toute la planète. Enfin, Ibrahim Traoré, on sait déjà ce qui sera inscrit sur la tombe d'Elisabeth II disposée dans la chapelle du mémorial George VI. Selon la BBC, l'inscription sur la tombe en marbre sera sobre et simple. Elle fera référence à son statut de reine. On pourra en effet y lire Elisabeth II 1926-2022, soit son nom de reine en lettres capitales, ainsi que ses années de naissance et de mort. Oui, 13h25, nous passons très vite à l'actualité des sports. Et le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé. Hein? Très bien, vraiment, Traoré. Alors, du foot d'abord, avec la Ligue des champions de la CAF. Le Djoliba AC passe au deuxième tour préliminaire sans avoir joué son match retour. Expliquez-nous. Eh bien, la raison, c'est qu'au moment où je vous parle, le club équato-guinéen Deportivo Mongomo n'est pas encore sur le sol malien. La réunion technique s'est tenue ce matin sans la présence du club Deportivo Mongomo. Selon nos infos, un problème administratif aurait empêché les équato-guinéens de faire le déplacement alors qu'ils avaient gagné à l'aller par 2-0. À 16h, les arbitres sénégalais qui devaient diriger la rencontre vont formaliser le forfait au stade du 26 mars. Ainsi, le Djoliba gagnerait par 3-0 sur tapis vert. Si tel est le cas, les Rouges de Bamako affronteront les Algériens du CRS Belouizdad au second tour préliminaire. Et concernant toujours les compétitions interclubs de la CAF, la Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako reçoit mardi l'AS Douane de Ouagadougou. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0 au match aller. Alors, toujours en Ligue des champions, hein, Famourou, les favoris qui jouaient ce samedi ont tous évité les pièges adverses. Hein? Oui, les favoris ont tous assuré. C'est le cas de Young Africans. Les champions de Tanzanie n'ont fait qu'une bouchée de Nzalan FC du Soudan du Sud. Ils ont remporté le retour 5-0 après avoir gagné à l'aller 4-0. Le CRS Belouizdad, je le disais tout à l'heure, prochain adversaire potentiel du Djoliba AC a assuré avec 3-0 à domicile contre Beau Rangers FC de Sierra Leone après une première manche inquiétante 0-0. Al-Ahly Tripoli a pour sa part confirmé sa supériorité sur KMKM 3-0 et 2-0. Petro Luanda d'Angola a facilement validé aussi sa qualification au second tour préliminaire de la Ligue des champions. Vainqueur à l'aller sur le terrain des Mozambicans de Black Bulls Maputo 3-0, les Angolais ont gagné ce samedi 2-1. Et comme Petro Luanda, Royal Leopards disputera aussi le second tour. Le club d'Eswatini élimine CFA de Madagascar après avoir gagné 3-2 à l'aller et 2-1 au retour. Et enfin, Vipers d'Ouganda a dominé le Real Olympique des Comores dans les deux matchs de la double confrontation 3-0 et 1-0. La liste des Aigles du Mali pour la double confrontation contre la Zambie en amical est attendue ce lundi. Ce sera à la faveur d'une conférence de presse qui sera animée par le sélectionneur national Eric Chekouchel au siège de la FEMAFOOT à partir de 11h. Les Aigles du Mali seront les hôtes des Tipolo Polo de la Zambie au stade du 26 mars. Les deux pays vont disputer 2 matchs amicaux pendant la fenêtre FIFA. Le premier match aura lieu le 23 septembre et le second 3 jours plus tard, le 26. La dernière rencontre entre Maliens et Zambiens, c'était le 10 janvier 2002. Tenez-vous bien, 10 janvier 2002, 20 ans après, au stade Abdoulaye Makro Sissoko de Kaye, à l'occasion de l'inauguration du dit stade en prélude à la CAN Mali 2002. Le match s'était alors soldé par un match nul, 1 but partout. Et championnat national cadet des garçons, à présent, l'équipe de Ségou est championne du Mali. Oui, Ségou a battu Mopti par le score de 2-0. Amara Diarra, deuxième minute sur penalty, et Armandou Bagayogo à la 74e minute sont les auteurs des 2 buts de la partie. Débuté le 2 septembre dernier, le championnat cadet a regroupé toutes les équipes des ligues régionales, sauf Kidal,
plus 4 équipes du district de Bamako. Le comité exécutif de la FEMAFOOT s'est réjoui de la tenue du championnat national cadet chez les garçons qui n'avait pas été organisé depuis près d'une décennie. J'y arrive. Le président de la FEMAFOOT, Mamoudou Touré, a saisi l'occasion pour annoncer le démarrage du championnat national junior ce dimanche, toujours chez les garçons. Parlons basketball à présent avec la phase interligue qui se poursuit à Koutiala. Oui, la compétition reprend ce dimanche avec les rencontres de la 3e journée. Hier samedi, c'était le jour de repos. Chez les dames, aujourd'hui, les oppositions sont Sony CBD, CRBT US Nyono, US Sévaré, CF SMK et Tata AS Commune 6. Sur le tableau des messieurs, les affiches sont AF PPS CBD, CRBT Centre Falais, Debo Club Sigidekaï et USM Isfas. Les matchs, il faut le rappeler, se jouent le matin et le soir à Koutiala. Boxe pour boucler cette actualité des sports. Championnat d'Afrique Maputo 2022, la Guinée obtient 2 médailles et l'Algérie de son côté cartonne. Oui, le championnat d'Afrique de boxe est à sa 19e édition, une édition qui prend fin ce dimanche. L'Algérie est représentée par 20 boxeurs, 12 messieurs et 8 dames. Parmi les 8 dames, 6 ont obtenu des médailles, 3 en or et 3 en argent. Les 3 titres africains de l'équipe algérienne ont été réalisés par Boualem Roumaïssa, moins de 50 kg, Iman Khelif, moins de 63 kg et Ishraq Chaïb, moins de 66 kg, alors que leurs coéquipières Fatia Mansouri, Joher Benan et Ejab Fatma se sont contentés chacune de la médaille d'argent. Après plus d'une décennie d'absence au championnat d'Afrique de boxe, la Guinée signe son retour de la plus belle des manières. À Maputo, au Mozambique, la délégation guinéenne a composé de 5 boxeurs dont une dame s'est illustrée en obtenant 2 médailles de bronze. Alseni Conté dans la catégorie des moins de 63 kg et Ibrahima Souribari en moins de 92 kg. Les médailles d'or obtiendront une prime de 6 550 000 francs CFA. Les médailles d'argent, 3 750 000 francs CFA, tandis que ceux qui décrochent le bronze toucheront 1 887 000 francs CFA. Au total, 211 boxeurs, dont 64 dames, prennent part au championnat d'Afrique à Maputo. Et l'Association internationale de boxe a confié les rênes de la 20e édition des championnats d'Afrique au Mauricien Raif Rachkomar. Ce dernier agit comme délégué technique de la compétition qui se tient au Mozambique depuis le 9 septembre. Merci beaucoup, Famourou Djourté, pour toutes ces informations sportives. Focus Santé. Qui donne du sang, sauve des vies, dit-on. Malheureusement, cette solidarité de grande portée est manifestée seulement par un petit pourcentage de la population. Constat au Centre national de transfusion sanguine où la demande est supérieure à l'offre. Plus de donneurs de compensation que de donneurs volontaires réguliers. Comment inverser cette tendance? C'est le sujet de Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara. Les blessés de guerre, les accidentés de circulation, les femmes en attente de bébés et d'autres cas d'urgence à gérer au niveau des structures sanitaires. Les produits sanguins sont plus que jamais sollicités aujourd'hui. Si la transfusion sanguine est essentielle dans la prise en charge correcte des patients, il est inquiétant de constater que le Centre national de transfusion sanguine CNTS manque des fois des produits sanguins et pour cause. Professeur Alassane Ba, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons plus de donneurs de compensation que de donneurs bénévoles volontaires. L'OMS recommande à tous les pays pour qu'ils soient autosuffisants en matière de transfusion sanguine, surtout de don de sang des produits sanguins, qu'il faut aller à 80% de donneurs bénévoles volontaires. Et aujourd'hui au Mali, nous avons seulement environ 20% de donneurs bénévoles volontaires. Et les donneurs de compensation, c'est les donneurs qui viennent donner lorsqu'ils ont un malade ou un parent qui attend une transfusion sanguine. Ceux qui ne profitent pas au centre, une poche de sang prélevée équivaut à 450 ml. Donc pas de panique, les 450 ml sont très vite remplacés. Dr Baba Fane, chef du département préparation et distribution des produits sanguins labiles au CNTS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les globules rouges que nous avons tous ont une durée de vie limitée. Les globules rouges ne vivent que pendant 120 jours, 4 mois. Donc qu'on donne du sang ou pas, ces globules rouges ne restent pas dans le corps. Ils vont se détruire d'eux-mêmes. Ça, c'est un mécanisme physiologique qui est là. Donc le sang donné est restitué et c'est comme un renouvellement. Donc ça ne peut que renforcer la santé chez le donneur. Avant le prélèvement, le médecin vérifie d'abord si le donneur est en condition.
Le donneur doit avoir entre 18 et 60 ans, avoir un poids qui est supérieur ou égal à 55 kg et une tension artérielle normale. Le sang ainsi prélevé est analysé pour voir s'il ne contient pas certaines pathologies. Les composantes du sang prélevé seront séparées, globules rouges, plasma et plaquettes. Mais ces produits sanguins ont aussi une durée de vie limitée. Dr Baba Fani, chef du département préparation et distribution des produits sanguins labiles au CNTS. Le sang que vous donnez, en fait, en termes de globules rouges, ne peut être conservé plus d'1 mois. Le plasma frais congelé peut être conservé pendant 1 an à une certaine température, quand je parlais de moins 25 degrés. Mais les concentrés de plaquettes sont conservés uniquement pour 5 jours. Il faut donc régulièrement donner du sang afin que les stocks se reconstituent. Professeur Alassane Ba, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Il y a souvent des pénuries de produits sanguins, surtout en cette période de pic du paludisme. Les besoins et les demandes sont fortes. Donc il nous arrive souvent de ne pas pouvoir honorer certaines demandes de produits sanguins. C'est pourquoi nous sommes en train de renforcer la collaboration avec les établissements qui sont approvisionnés par le Centre national de transfusion sanguine pour que, ensemble avec les collègues médecins, nous puissions aller aussi à l'utilisation rationnelle des produits sanguins. Le hic est que le centre ne répond pas aux normes de stockage. Ce centre a été conçu au départ pour 5000 dons. En 2021, nous avons collecté environ 60 000 poches. Nous ne répondons plus aux normes de qualité, de sécurité et de confidentialité en matière de transfusion sanguine. Les risques, c'est qu'à un moment, nous ne pouvons pas dépasser une certaine capacité de collecte de sang. Si le sang prélevé est remplaçable, l'acte de donner volontairement son sang est irremplaçable. Ce geste simple et généreux à la fois peut faire de vous des sauveurs de vies. Focus Santé. 13h36 sur nos antennes. C'est donc tout pour ce 13h dimanche que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale Bourama Traoré, à la réalisation Lassina Keita. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, retrouvée dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et grand merci à Cheikh Abdul Aziz Koulibaly qui assure donc la mise en onde de cette édition sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et retrouvez donc notre prochaine grande édition à 19h30. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.